Bienvenue au podcast Live Better où on jase de sport, de fitness, de bien-être et de santé. Mon invité aujourd'hui, Julie Desgroselliers, elle est nutritionniste, conférencière et l'auteure de 6 livres. Elle a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle La jungle alimentaire où elle nous aide un petit peu à faire des meilleurs choix à l'épicerie. C'est d'ailleurs le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On va plonger un petit peu dans c'est quoi les tactiques que l'industrie alimentaire utilise pour influencer nos choix à l'épicerie, de la couleur de l'emballage jusqu'aux mots qui sont utilisés également sur l'emballage des produits. Julie va nous aider à faire des meilleurs choix à l'épicerie, donc comment bien lire une étiquette de valeur nutritive, quel aliment choisir versus un autre. On va parler de tout ça et bien plus. Bonne écoute. Quand tu as sorti le livre, ça a été quoi un peu la réponse des gens qui l'ont lu? Est-ce qu'ils ont été surpris de voir, oh mon Dieu, OK, je savais pas qu'il y avait autant de tactiques dans les épiceries que ça? Est-ce qu'ils étaient surpris un peu de tout ça? Ben oui, puis tu sais, c'est tellement large. Puis tu sais, nos comportements à titre de consommateurs sont très, très bien étudiés. Puis on va émettre des stratégies en fonction de chacun de ces comportements-là. Puis ça va aussi loin que, en fait, c'est pas juste les mots, les allégations, la couleur des emballages, mais tu sais, ça va aussi dans le rythme de la musique dans un supermarché qui influence nos achats. Ça va aussi dans la façon qu'on va se déplacer, la façon où on va poser les yeux sur les tablettes. Donc, les gens sont souvent fascinés par, je vais dire, la grandeur, l'immensité des stratégies marketing qui sont mises de l'avant justement pour nous séduire en supermarché, des stratégies auxquelles ils n'avaient pas pensé. Mais c'est pour ça que j'ai voulu les mettre sur papier. Mais la jungle alimentaire, c'est aussi un guide d'achat parce que ce que je réalise en faisant beaucoup de conférences, c'est que les gens, ils veulent faire des choix plus gagnants. Ils veulent bien manger. Sauf que quand ils arrivent à l'épicerie, ils ne savent pas nécessairement, tu sais, comment bien interpréter la liste d'ingrédients, le tableau de la valeur nutritive. Ils interprètent mal, des fois, certaines allégations. Alors, ils vont mettre des produits dans leur panier en pensant faire un choix gagnant. Puis finalement, c'est pas nécessairement le choix le plus gagnant. Donc, c'est aussi un gros guide d'achat qui explique aux gens comment choisir un bon pain tranché, une bonne céréale à déjeuner, etc. Donc, Ça, on va pouvoir aller un petit peu tantôt pour mieux comprendre comment lire une étiquette de valeur oui. nutritive. Mais j'aimerais ça qu'on plonge dedans directement. Tu sais, je veux savoir un petit peu, bon, c'est quoi les tactiques que l'industrie alimentaire utilise sur les produits d'emballage pour nous influencer à les acheter? Par où commencer? Oui, Mon on Dieu! peut aller partout. Il y en a tellement. Bien, tu sais, il faut savoir que dès qu'on met les pieds dans un supermarché, tout est soigneusement réfléchi pour nous pousser à acheter. Et ne serait-ce que, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais quand on rentre dans une épicerie, le premier département, c'est tout le temps les fruits et légumes. Et les fruits et légumes, bien, c'est frais, c'est coloré, ça nous met dans une bonne ambiance, dans un bon mood pour faire notre épicerie. Et là, depuis quelques années, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le département des fruits et légumes, c'est pas juste des fruits et légumes. Il y a des fondus au chocolat près des fruits Ouais. coupés, il va y avoir des bacon bits près des salades prêtes à manger. Pourquoi c'est là? C'est parce qu'on a réussi à étudier ou à comprendre que lorsque les gens mettent des bons aliments dans leur panier, comme des fruits et légumes, ils se sentent moins coupables de succomber à des aliments qui sont moins intéressants d'un point de vue nutritif. Donc là, si on a mis plein de morceaux de cantaloupe, de melon miel, des fraises dans notre panier, hop, la petite fondue au chocolat, tout d'un coup, hop, on sent moins mal de la mettre dans son panier. Et après, le département des fruits et légumes, c'est la boulangerie. Et là, encore une fois, quand on a mis plein de fruits et légumes dans notre panier, on est comme... C'est plus facile de mettre des viennoiseries, des gâteaux dans notre panier, tout ça parce qu'on a fait le plein de fraîcheur juste avant. C'est pas fou, hein? Donc ça, tu sais, je veux dire, tout ça est bien étudié. Après ça, on parlait de musique en introduction, mais la musique, si la musique, elle est plus douce, lente, bien, ça fait en sorte qu'on est plus relax. On va passer plus de temps dans le supermarché. Donc, on va avoir tendance à plus remplir notre panier. Alors que les musiques plus rythmées, bien, vont favoriser les achats plus impulsifs. La grosseur des paniers, c'est fou, là. Aux États-Unis, entre les années 70 et 2000, la grosseur des paniers a triplé, alors que la grosseur des familles n'a C'est ça. pas augmenté. Puis ça, la raison, c'est parce que le vide nous donne... En fait, le vide nous donne un sentiment de « Hey, il faut que je remplisse, il faut que je mette des trucs dans mon panier parce que là, j'ai absolument rien
dans mon chariot. C'est un peu comme c'est prouvé, là, quand on prend des grandes assiettes pour manger, plus l'assiette est grande, plus on a tendance à se servir des plus grosses portions. Alors, ça, c'est les paniers. Après ça, on peut parler des mots. Les mots comme biologique, vegan, naturel, authentique, ça, c'est extrêmement vendeur. Les allégations, sans sucre ajouté, sans cholestérol, ça aussi, on va beaucoup mettre ça de l'avant, encore une fois, pour séduire les consommateurs. Puis, on le sait, là, ces mots-là, c'est extrêmement vendeur. Et tu as sûrement déjà entendu parler de l'effet de halo, l'effet halo. Brièvement, mais oui, si tu peux nous l'expliquer. L'effet halo, en fait, c'est un biais cognitif qu'on va attribuer à un aliment ou à une chose ou à une personne, à l'ensemble de cette chose, de cet aliment ou de cette personne. Donc, par exemple, si je te présente une belle femme bien habillée, bien mise, on va avoir tendance à croire que cette personne-là, elle réussit bien dans la vie, elle est plus éduquée, elle a une bonne carrière, tout ça basé uniquement sur un critère qui est son apparence. Donc, ça, c'est comme un biais qui est positif, un effet d'halo positif. Mais ça peut être négatif aussi. Si tu vois, je veux dire, une personne avec une barbe qui est moins bien entretenue, qui est moins bien vêtue, bien, on va avoir tendance à avoir un biais négatif. Donc, ça, c'est extrêmement populaire en alimentation sur les emballages. Les gens vont se baser sur un mot ou une allégation pour juger la globalité d'un aliment. Donc, il est naturel, bingo, c'est gagnant pour moi. Mais ça, le mot naturel, c'est fou comment c'est utilisé aujourd'hui en marketing. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est un mot qui n'est pas réglementé. Ici, on a une définition qui est plus ou moins bien comprise, je dirais, des consommateurs et de l'industrie. Puis ça, il faut savoir que, exemple, si j'achète, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Une crème glacée. Une crème glacée à la vanille naturelle. Bon, mon essence à la vanille peut être naturelle, mais la crème glacée dans laquelle j'ai ajouté cette essence naturelle peut être transformée. Je peux avoir ajouté des substances laitières modifiées, par exemple. Donc, parce que là, c'est marqué vanille naturelle, bingo, c'est une bonne crème glacée. Donc, les gens ne vont pas pousser leur réflexion plus loin. Ils ne vont pas aller lire les ingrédients. Tu sais, je dis tout le temps, ouvrez l'œil avant la bouche. Il faut avoir la curiosité d'aller lire la liste d'ingrédients. C'est la seule façon de savoir qu'est-ce qu'on mange. Puis de ne pas aller magasiner quand tu as faim non plus. C'est sûr que c'est là, un bon truc. effectivement, disons que les achats impulsifs sont pas mal plus nombreux. Non, c'est ça, exact. Fait que l'effet que tu parlais, j'imagine c'est le même principe. Tu sais, souvent, dans les allées bio, les allées plus santé, là, à l'épicerie, qu'ils appellent, les produits, souvent, vont avoir la couleur verte, couleur bleu pâle, je pense, c'est associé à moins de sel aussi, je pense. En tout cas, bref, les couleurs sont utilisées beaucoup là, dans le marketing alimentaire. En fait, là, tu parles du vert. Le vert, c'est associé beaucoup à tout ce qui est végétarien, biologique. Ça, oui. Le bleu, c'est les produits qui vont être réduits en matière grasse, en calories. Pense aux pintes de lait écrémées. Tu sais, c'est un petit bleu pâle. Menu bleu, son logo, c'est bleu. Donc ça, souvent, c'est associé à des produits qui sont plus allégés. Le rouge, on le sait, le rouge, là, ça sonne l'alarme, ça attire notre attention. Bien, ça, on va l'utiliser pour tout ce qui est en spécial, en rabais. Puis ça, c'est une autre chose qui, je pense, qui est importante de savoir, c'est que les étiquettes rouges, il faut tellement se méfier de ça à l'épicerie parce que bien souvent, quand on prend la peine de soulever l'étiquette rouge, le prix qui est en dessous, c'est exactement le même. Moi, là, depuis que je sais ça, je le fais tout le temps. Je lève l'étiquette, puis dans la grande majorité des cas, là, l'aliment n'est pas réduit. En fait, les étiquettes rouges, là, c'est des promotions. Qui dit promotion, l'objectif, là, c'est d'en vendre plus. Ça ne veut pas dire que c'est en spécial. C'est juste qu'on fait une promotion. On va faire des étalages spéciaux, par exemple, sur un produit. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un rabais, encore une fois. Donc, vraiment, sur les étiquettes rouges, il faut faire attention. Puis, je vais peut-être juste mettre un astérisque que j'aurais peut-être dû dire au début, mais tu sais, ça, l'idée de l'épisode, c'est vraiment pas d'attaquer les supermarchés. C'est pas de dire non plus, je pense, aux gens quoi manger, quoi pas manger. Je pense, mon idée avec cet épisode-là, puis l'idée qu'on avait ensemble, c'était vraiment juste d'éduquer, puis qu'au moins les gens soient au courant. Oui. Puis après ça, ben, tu peux faire des choix plus éclairés. Puis si tu veux quand même acheter, tu as le droit d'acheter ce que tu veux pareil.
au moins, tu es au courant de ce qui se passe en épicerie. Merci tellement de le mentionner. Puis c'est écrit en gros dans mon livre. Oui, j'en doute pas. Ouais, je vous dis pas d'acheter ceci, de ne pas acheter cela, juste d'être mieux, d'être plus au courant, puis de faire des choix en toute connaissance de cause. Parce que, comme je disais tantôt, je le vois trop souvent en conférence des gens. Des fois, je montre des emballages, des listes d'ingrédients. Puis là, les gens sont comme « Oh non, c'est la céréale que j'achète, puis je pensais qu'elle était bonne pour moi. » Puis je suis comme « C'est pas qu'elle est pas bonne, mais si tu veux faire un choix qui est plus gagnant, bien, voici des alternatives qui vont peut-être mieux te servir. » Encore une fois, il y a des compagnies là, qui font des superbes produits. Malheureusement, bien souvent, sont difficiles à trouver ces produits-là. Pourquoi? Parce que je suis certaine que tu le sais, mais pour être listé ou vendu dans un supermarché, les compagnies doivent payer une espèce de taxe de bienvenue. Ils doivent payer pour être listés. Mais ça va de quelques milliers de dollars à des dizaines de milliers de dollars par produit, par SKU. C'est énorme. Il faut avoir beaucoup d'argent pour être vendu en supermarché et encore plus d'argent pour être bien visible. À la hauteur des yeux. Ouais. À la hauteur des yeux, exactement. Ça coûte beaucoup plus cher à un fabricant pour être justement sur les tablettes qui sont à la hauteur des yeux que d'être sur la dernière tablette du bas ou du haut. Puis, je ne sais pas si tu le sais, mais tu sais, les produits qui offrent les plus grandes marges de profit, c'est souvent à la hauteur des yeux parce que c'est des produits qui vont utiliser des ingrédients qui sont peut-être plus économiques, qui vont permettre des plus grandes marges de profit aux marchands. Les produits qui sont les plus dispendieux, les moins connus, souvent, c'est sur la tablette du haut, puis sur la tablette du bas, les produits les plus économiques. Alors, moi, j'aime souvent dire aux gens, faites des squats à l'épicerie. Oui, c'est ça. Penchez-vous, puis mesdames, sortez vos talons hauts, puis regardez sur la tablette du haut. Souvent, on va faire des trouvailles qui sont tellement, intéressantes. Puis l'autre chose, c'est de comparer à l'épicerie. C'est tellement la meilleure façon de trouver les produits les plus gagnants. Encore là, si c'est notre souhait. Manger des biscuits Oreo à l'occasion, c'est pas grave, mais si à chaque matin, tu manges des rôtis puis que tu manges du pain tranché, peut-être que ça vaut la peine de trouver un pain tranché qui est nutritif parce que ça, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Puis c'est surtout ça que j'essaie de dire aux gens dans le livre. La pizza ou peu importe le produit qui est moins intéressant nutritionnellement parlant, de le manger à l'occasion, là, c'est tellement pas grave. Ce qui a vraiment un impact sur notre énergie quotidienne, sur notre santé à moyen puis long terme, c'est les aliments qu'on mange régulièrement. Donc, pour ces aliments-là, ça vaut la peine d'ouvrir les yeux avant la bouche puis d'aller lire ce que cachent ces aliments-là. Exact. Mais c'est ça que j'ai commencé à faire aussi, les aliments que je mange le plus souvent. Par exemple, au déjeuner, peu importe, je mange beaucoup des œufs. Bon, je vais m'arranger qu'au moins les œufs, j'achète une version plus santé ou que je vais aller chercher un meilleur produit là-dedans. Ouais. C'est un peu, ça revient au 80-20, tu vas mettre plus d'efforts sur ce que tu manges souvent. Ben oui. Je veux peut-être revenir au... Tantôt, tu en as parlé un petit peu, le naturel. Oui. Les mots qu'on utilise souvent. Naturel, moi, j'avais déjà entendu, puis là, c'est pas moi l'expert, mais ça veut pas vraiment dire que c'est naturel, puis c'est le fait que arôme naturel, c'est que ça peut être n'importe quoi. Je pense que les compagnies, quand ils font un arôme naturel, c'est comme un peu une fragrance, de ce que j'ai compris, ou c'est comme une recette secrète qu'ils ont pour donner le goût à l'aliment, mais ils ne sont pas obligés de divulguer exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Fait qu'ils utilisent le terme arôme naturel, mais ce qui est dans le arôme naturel, ça peut être, je pense, c'est des milliers et des milliers de produits. En fait, pas tout à fait. OK. Un arôme naturel vient vraiment d'une source naturelle. Ah oui, qui peut être animale, végétale, ça peut être d'une noix de coco, ça peut être d'un citron. Donc l'extrait, l'essence, oui, vient vraiment d'une source naturelle. Donc, c'est positif, un arôme naturel. Mais attends. OK, c'est ça. Il est là, l'astérix. Oui, il y a un mais. Si on compare l'arôme naturel versus un arôme qui n'est pas naturel, donc synthétique, artificiel, appelle-le comme tu veux, cet arôme-là a exactement la même structure chimique qu'un arôme naturel. Puis il peut être fait en partie d'un arôme naturel et une partie synthétique ou à 100% synthétique. Mais encore une fois, la structure chimique des deux, elle est pareille. Okay. Et ça, les arômes, moi, c'est quelque chose que je mets un gros
signe rouge de faire attention aux arômes, peu importe qu'ils soient naturels ou artificiels. Parce que là, tout contient en ce moment des arômes naturels. Puis l'effet de halo, là, il est très présent. C'est écrit en gros. Ah oui, arôme naturel. Là, tout de suite, on voit ça. Hey, oh, l'aliment, c'est sûr qu'il est bon pour moi. Hey, minute, moumoute, là, il est peut-être super gras, super salé, super sucré, mais il y a un arôme naturel. Tu sais, on ne peut pas extrapoler comme ça. Puis l'autre chose que je réalise, c'est que les aliments, là, sont tellement... Bien, beaucoup d'aliments sont très transformés à l'épicerie. Des additifs, des colorants, des essences. Et là, c'est comme si on a habitué nos papilles gustatives à apprécier les aliments qui sont gras, sucrés, salés, qui ont des saveurs naturelles ou artificielles. Ça revient pour moi au même. Et là, quand vient le temps de manger des aliments qui sont moins transformés, on les trouve plates en bouche. Puis, je pense que c'est important dans le monde où on vit en ce moment, à un moment donné, de faire une pause puis de dire, OK, wow, je vais faire le choix conscient de rééduquer mes papilles à la vraie saveur des aliments. Parce que tu goûtes à un craquelin comme Revita, et on trouve que ça goûte le carton. Puis c'est plate parce que la liste des ingrédients est top. Puis tu compares ça à des minces aux légumes qui sont bourrés de plein d'affaires. Puis là, ça, on trouve que c'est goûteux, c'est bon. Du goût, là, ouais. Que, tu sais, à un moment donné, il faut comme faire « wow ». Tu sais, OK. Parce que tant qu'on va les acheter, ces produits-là, l'industrie serait bien folle de ne pas continuer à les produire. Ils font de l'argent. Donc, tu sais, à un moment donné, c'est ça. Je pense qu'il faut juste prendre un pas de recul puis de dire « OK, tu sais, des fraises, ça goûte ça. Une essence ou un arôme de fraise, c'est pas ça la vraie saveur d'une fraise. C'est quand je croque. Tu veux un yogourt aux fraises, pas un yogourt nature, mais des fraises dedans. Ça, c'est un yogourt aux fraises. Je dis pas qu'il faut pas acheter de yogourt aromatisé, mais tu comprends mon point. J'en achète des yogourts aromatisés en passant, tu sais, mais c'est que je trouve qu'on est déconnecté de l'authentique ou de l'authenticité des vraies saveurs parce que des arômes et des essences, il y en a partout. Hey, dans des jus de fruits, on va ajouter des arômes de fruits. Hey, c'est-tu vraiment nécessaire? Non. Non. Non, c'est vrai, c'est un bon point. Fait que c'est de faire attention, même si c'est marqué en gros, naturel, arôme naturel, sans sucre, bref, on les voit toutes, là. C'est pas nécessairement une raison de l'acheter. Il faut peut-être prendre le temps justement de tourner le produit de bord puis regarder les ingrédients, regarder l'étiquette de valeur nutritive. Justement, peut-être un peu dans cet angle-là, c'est quoi un peu tes conseils? C'est quoi tes trucs sur quand tu es pour acheter un produit ou un aliment? Comment est-ce que tu évalues si l'aliment est plus santé ou non, entre guillemets, là? C'est quoi ton procédé? Est-ce qu'en premier, tu vas regarder l'étiquette? En premier, tu vas regarder les ingrédients? C'est quoi un peu ton cheminement? Comment est-ce que tu choisis un produit, en fait? Je vais faire juste du pouce sur qu'est-ce que tu as dit tantôt, qui est tellement important parce que je ne veux pas avoir l'air d'un nutritionniste qui dit qu'il faut manger ça pour manger ça. Là, c'est tellement pas ça. Je pense que quand on fait notre épicerie, d'abord, il faut acheter des aliments qu'on aime, qu'on a envie de manger. Puis si on veut faire des choix qui sont gagnants pour notre santé, si on veut bien choisir nos aliments dans ce sens-là, pour moi, la première règle d'or, c'est de lire la liste des ingrédients. OK. Parce que souvent, les gens vont tourner un produit, puis là, ils vont regarder combien de calories, combien de gras, de sucre. Mais ça ne me dit pas, est-ce que l'aliment est bourré d'additifs, d'agents de conservation, de colorants, d'arômes? Donc, pour connaître la vraie qualité d'un produit, il faut lire la liste des ingrédients. Et comme tu sais certainement, le premier aliment, c'est celui qui se retrouve en plus grande quantité, qui est le plus pesant dans mon produit. Donc, si j'achète, par exemple, une confiture aux fraises, bien, je veux que les fraises viennent avant le sucre. Donc, juste ça, la prochaine fois que les gens vont magasiner une confiture, pour vrai, faites le test, à regarder celles qui contiennent plus de fraises que de sucre. Donc, ça, pour moi, la liste d'ingrédients, c'est l'étape numéro 1. Puis ensuite, oui, le tableau de la valeur nutritive, mais encore là, tu sais, chaque personne peut interpréter différemment ou plutôt peut regarder des nutriments qui sont différents. Peut-être des besoins différents aussi, oui. Je fais de l'hypertension, je m'entraîne, je suis diabétique. Tu sais, c'est sûr qu'on ne regardera pas les mêmes nutriments. Cela dit, peu importe qui on est, je trouve qu'on ne devrait pas regarder les calories. Parce que trop souvent, puis là, en plus, avec le nouvel étiquetage d'il y a quelques années, on l'a mis en gras, on l'a souligné comme si, là, c'est ça qu'il fallait regarder. C'était le démon, là. Puis, tu sais, je veux dire, on le sait, là, je veux dire, un aliment, même s'il n'y a pas beaucoup de calories, ça ne veut pas dire que
il est sain puis qu'il est intéressant? Tellement pas. Puis un aliment qui contient plus de calories, exemple, un yogourt grec versus un yogourt ordinaire, oui, il va avoir plus de calories parce qu'il y a 2 fois plus de protéines. Moi, j'aime bien mieux un produit qui va me soutenir plus longtemps, qui a plus d'énergie, versus un yogourt à 30 calories qu'après une demi-heure, j'ai encore faim. Donc, pour moi, les calories, c'est quelque chose qu'on ne devrait, mais pas qu'on ne devrait pas regarder, mais du moins, pas baser notre achat sur le nombre de calories. Mais tu sais, on veut des protéines, on veut des fibres, on veut que l'aliment nous nourrisse. Mais avant tout, je le répète, on veut un aliment avec des ingrédients de qualité. Puis juste faire du pouce encore sur la liste d'ingrédients, j'aime toujours dire aux gens, OK, vous achetez des craquelins ou peu importe l'aliment, si la liste ressemble à la liste d'une recette que vous auriez fait maison, tu sais, c'est des ingrédients que vous auriez utilisés à la maison pour cuisiner des craquelins ou pour faire du pain, bien déjà, là, on est en business. Mais si tu regardes la liste, puis il n'y a rien de ces ingrédients-là que tu retrouves dans ta cuisine ou que tu aurais utilisé pour faire une recette maison, bien, c'est possiblement un signe que l'aliment est pas mal transformé. Puis de comparer à l'épicerie. Tu sais, encore là, je vais donner l'exemple des craquelins, mais tu sais, côte à côte, là, des fois, là, tu as 2 craquelins, là, un comme Triscuit qui va avoir 3 ingrédients, puis un mince aux légumes qui va en avoir, ils n'ont déjà eu 46 à peu près, les ingrédients. Ils en avaient tellement à un moment donné, ils ont réduit avec les années parce que je les prends souvent en exemple dans mes conférences. Puis avec les années, je vois que la liste réduit, tant mieux, c'est super. On fait un effort pour améliorer la qualité. Tendance. Oui. Puis là, tu te dis, OK, tu sais, ils sont pratiquement le même prix, mais la qualité est tellement différente. Donc, tu sais, de comparer les produits entre eux, je pense que c'est tellement une bonne stratégie pour varier nos achats, mais souvent trouver des produits qui sont peut-être plus intéressants. Fait que je vais revenir à la liste d'ingrédients après, Oui. mais fait que quand tu magasines, tu vas prioriser un petit peu plus la liste versus le tableau des valeurs nutritives. Tout le temps. Juste parce que le tableau, mais c'est un bon point. Tu sais, chacun a un peu des besoins différents. Peut-être que toi, tu cherches plus de calories parce que tu es en prise de masse, tu sais, peu importe. Oui. Fait que tu vas regarder les ingrédients en premier. Y a-tu d'autres choses que tu regardes aussi? En fait, le tableau, là, je vais l'utiliser pour comparer. OK. Exemple, on veut des barres tendres pour la boîte à lunch des enfants. Bien là, c'est le fun de comparer à poids égal ou à grosseur similaire. Ah, ben mon Dieu, celle-là, elle a 2 fois plus de sucre, puis elle n'a pas de fibres. L'autre a moins de sucre, puis elle a des fibres, puis la liste d'ingrédients est plus intéressante. Donc, tu sais, pour moi, le choix, c'est là qui devient, je vais dire, évident, si je veux faire un choix qui est plus gagnant. Donc, j'aime regarder le tableau surtout pour faire des comparatifs. Puis l'autre chose, on n'en a pas parlé, mais le prix des aliments. Tu sais, l'étiquette, oui, c'est le prix, mais de comparer pour 100 grammes ou 100 millilitres, ça, c'est quelque chose que je fais tout le temps à l'épicerie. Tu sais, Dieu sait que ça coûte cher maintenant à faire l'épicerie, là. Hein? Si on peut bénéficier de vrais rabais et si on peut trouver des aliments qui sont intéressants d'un point de vue nutritionnel, puis en plus, qui sont peut-être moins dispendieux, moi, je suis all-in, puis je vais les mettre dans mon panier. Donc, souvent, en tout cas, même moi encore, là, je me fais des fois avoir... L'autre fois, j'ai acheté, je pense que c'est des graines de chanvre biologiques qui étaient moins chères, même pas en spécial, qu'une graine de chanvre qui n'était pas biologique. Puis là, j'étais comme... Ah, si je n'avais pas comparé par 100 grammes, j'aurais pas su que la biologique... Puis on aurait sûrement insinué que la non biologique était moins chère. Souvent, on a cette idée-là Oui. en tête. Là. Donc, encore là, l'effet de halo, tu sais, biologique, plus cher, meilleur pour la santé. 100%, oui. C'est pas ça. Tu sais, une whippette biologique, là, ça demeure une whippette. Donc, non, mais c'est vrai. C'est un bon point. Hein? Qu'elle soit végane, biologique, tu sais, c'est une whippette. Donc, oui, c'est vrai. Je veux revenir un peu à ça, la liste des ingrédients. Oui. Tu sais, la tendance aujourd'hui, on essaie, comme c'est un super bon point, de regarder est-ce que c'est des ingrédients que tu utilises à la maison ou que tu reconnais. La tendance aujourd'hui, c'est d'aller souvent vers la liste d'ingrédients qui est la plus courte. Est-ce que tu es pour ça un peu ou pas nécessairement? C'est un raccourci parce que, prenons l'exemple des salades à déjeuner, souvent, ou les boissons végétales comme les boissons d'amandes, boissons de soya, on va les enrichir, tu sais, avec des vitamines. Et souvent, ça ne va pas être marqué vitamine B1. Ça va être marqué thiamine, riboflavine, niacine, acide ascorbique. Tu sais, les gens qui ne connaissent pas, ben ils ne savent pas que c'est des vitamines. Donc, oui, la liste d'ingrédients apparaît longue, mais là, c'est parce qu'on a ajouté de la B1, de la B2, de la B3, du fer, de l'acide pantothénique, du potassium, du magnésium. Donc,
La liste est longue, mais c'est pas des mauvaises choses. Des mauvaises choses. Donc, tu sais, moi, je dis plutôt, tu sais, oui, c'est sûr que quand on comprend ce qu'on lit, souvent, tu sais, c'est une bonne chose, mais il faut pas nécessairement mettre automatiquement de côté les listes pour lesquelles il y a des mots qu'on ne connaît pas. C'est là que ça vaut la peine. On ouvre son cellulaire, on va regarder c'est quoi. Parce que, tu sais, l'acide ascorbique acide, ça paraît tellement transformé, ça paraît pas naturel, mais pourtant, c'est de la vitamine C qu'on utilise dans plein d'aliments. Non, c'est un bon point. Je vais commencer à faire ça plus, justement, à l'épicerie. Quand je reconnais pas un mot, je vais aller faire la recherche. Puis des fois, tu réalises que c'est très santé, là. C'est un extrait de citron ou c'est peu importe, là. Puis, tu sais, les additifs, là, ils sont soigneusement étudiés quand même. Tu sais, on n'accepte pas n'importe quoi. Mais est-ce qu'on peut parler des additifs? Oui, oui. Bien, en fait, les additifs, là, tu sais, ils ont une raison d'être. On n'ajoute pas juste ça dans les aliments pour le fun. Tu sais, ils ont des rôles précis, que ce soit pour augmenter la durée de conservation, préserver la couleur d'un aliment, améliorer la texture, la saveur. Donc, il y a vraiment comme des rôles précis. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires ou est-ce que c'est nécessaire à mettre autant? La réponse, c'est probablement non, parce qu'encore une fois, quand on compare des produits de même catégorie, un va avoir 0 agent de conservation, l'autre en a 12. Bon, tu sais, on peut peut-être faire un ménage dans certains produits. Ce qui est difficile, je trouve, avec les additifs, c'est qu'il n'y a pas de consensus scientifique international sur la santé ou l'innocuité des additifs. C'est-à-dire que ici, au Canada, on permet entre 450 et 600 additifs. En Europe, c'est 340. Aux États-Unis, c'est 3000. Donc, tu sais, pourquoi ici, on permet certains additifs alors qu'ils sont bannis en Europe? Bien, en Europe, le principe de précaution est beaucoup plus mis de l'avant qu'en Amérique, par exemple. Donc, puis l'autre chose, quand on parle d'additifs, tu sais, oui, ils sont étudiés un à un sur des animaux à des doses super élevées. Donc, des fois, c'est difficile d'extrapoler l'impact, tu sais, chez l'humain. Puis l'autre point qui est super pertinent, je trouve, quand on parle d'additifs, c'est que c'est quoi l'effet synergique des additifs entre eux, puis cumulatif à long terme pour la santé? Parce que là, ils sont tous étudiés un à un, mais quand on les met tous ensemble, parce que dans une journée, on ne mange pas un seul additif, on en consomme plusieurs. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est quoi l'impact à long terme? Ça n'a pas vraiment été étudié ou en tout cas, il n'y a rien de très fort sur ce... Non. Tu sais, je ne suis pas en train de dire que ça nous tue à petit feu. C'est pas ça du tout. Sauf que je pense que plus on va travailler à ingérer des aliments qui sont le moins transformés possible, plus ça risque d'être gagnant pour la santé. Puis encore une fois, ils ont une raison d'être, mais je pense que dans certains produits, on en met beaucoup trop. Puis, au niveau des additifs, ce qui est controversé, entre autres, c'est les colorants. Il y a plusieurs colorants que nous, on va accepter ici qui sont bannis en Europe. Puis pas seulement ça, il y a des colorants en Europe pour lesquels on doit faire des mentions spéciales. Par exemple, le rouge Allura, s'il est utilisé, on doit indiquer que ça peut avoir un impact négatif sur l'attention puis l'activité des enfants. Ici, on ne fait pas ça. T'sais, on ne le sait pas avec certitude, ça a un impact, par exemple, sur les enfants qui ont un TDAH. Mais de savoir que c'est controversé, peut-être que si on a des enfants TDAH, on peut faire le test. Est-ce que ça a un impact sur leur comportement? Donc, c'est toujours difficile, je trouve, le grand monde des additifs parce que c'est extrêmement vaste. Puis, je veux dire, ça fait souvent les manchettes, mais Santé Canada nous assure que ce qu'ils ont autorisé est sécuritaire pour la santé. Ben, j'aime l'idée de la précaution qu'ils utilisent en Europe. Là. Le fait qu'il y en ait 3000 aux États-Unis, c'est quand même un peu aberrant, mais bref, chacun fait ses affaires. Exactement, c'est fascinant. OK, fait en règle générale, la grande ligne sur les additifs et les colorants, c'est pas nécessairement des éviter à 100 %, c'est peut-être juste lorsque possible. Ça serait un peu ça ta recommandation? En fait, encore une fois, je vais dire comparer. Tu sais, vous aimez des biscuits, de la crème glacée, ça. Puis, dans la mesure où c'est des éléments qui reviennent souvent dans votre alimentation, là, ça vaut la peine de peut-être trouver des listes qui sont plus épurées. Tu sais, encore une fois, on n'a pas besoin de les bannir complètement. Ils ont des raisons d'être,
Mais des fois, peut-être que justement, il y en a qui en contiennent peut-être un peu trop. Puis c'est là, encore une fois, où, comme nutritionniste, ça me fait peur parce que on ne devrait pas manger des aliments qui sont si transformés tout le temps, à chaque repas. Puis les gens cuisinent de moins en moins. Puis Dieu sait que ces produits-là transformés se retrouvent dans beaucoup de paniers. Ah, il y avait une statistique, là, c'est fou, là. C'est quoi que ça disait donc? Mais là, ça ne marchera pas là, parce que ça l'approche, là, mais je pense que ça disait qu'en 2030, 80 de la superficie des supermarchés serait occupée par du prêt à manger. Oh mon Dieu. C'est Quand fou, même. hein? C'est énorme. Donc, on dirait que ça ne s'en va pas Mais c'est vrai qu'on la voit beaucoup, la tendance des prêts à s'améliorant. manger. Oui, ben, on s'en parlait un petit peu plus tôt, mais j'ai déjà travaillé un petit peu dans l'alimentation. Puis le prêt à manger, ben, en fait, une des raisons, je pense, pourquoi c'est très. Les épiceries en ont beaucoup, c'est que c'est très payant, en fait, pour les épiceries. Là. Je pense qu'ils font des bonnes marges là-dessus. Mais même dans les dépanneurs, maintenant, il y a des prêts à manger. Dans Mais les ça épiceries, répond les à un sections de besoin. prêts à manger grossissent de plus en plus. Les prêts à manger, est-ce que c'est nécessairement moins santé, plus santé? Je sais pas. Est-ce que tu as peut-être t'as-tu une opinion là-dessus sur les... On peut demander la liste des ingrédients. Personne le fait. C'est sûr que tout ce qui est cuisiné sur place va être plus gras, plus salé, plus sucré. Parce que ce qu'on veut, c'est séduire nos papilles. Donc, on y va à fond la caisse avec tous ces nutriments qui vont plaire à nos papilles gustatives. Tu sais, ça n'a rien à voir avec une recette maison ou un plat qu'on va avoir cuisiné à la maison pour lequel on va pouvoir choisir avec soin les ingrédients, qu'on va pouvoir doser la quantité d'huile ou de beurre ou de sucre qu'on va ajouter. Donc, c'est sûr que cuisiner maison, ça sera toujours avantageux par rapport à du prêt à marché. Mais le prêt à marché est là pour rester. Puis, je veux dire, c'est un excellent dépanneur. Je veux dire, tant qu'à sauter un repas ou aller chercher du fast-food, bien, c'est bien mieux de prendre du prêt à manger, mais pourquoi pas le bonifier? Tu sais, si j'achète une pizza végétarienne, bien, je peux rajouter plus de légumes. Je peux mettre des crevettes ou un restant de poulet pour la rendre plus soutenante, plus nutritive. Donc, je veux dire, il ne faut pas non plus avoir peur puis juste mettre un gros X sur le prêt à manger. C'est des aliments qui nous sauvent la vie. Puis dans le prêt à manger, il y a du bon aussi. Il y a des compagnies qui se donnent la peine de faire des produits qui vont être moins salés, moins gras, moins sucrés. Donc, encore une fois, pour les repérer, il faut faire quoi? Regardez l'autre côté du produit. Exactement, tourner les emballages. Tourner l'emballage, c'est ça que je cherchais. OK. Ben c'est ça. Fait que ça revient pas mal tout le temps à... pour faire des choix éclairés, c'est vraiment de lire les ingrédients, de regarder le tableau, oui, mais en fait, c'est vraiment de ne pas se faire avoir, entre guillemets, par ce qu'on voit sur le devant de la boîte. Je pense que c'est beaucoup ça, là, au final. Oui. Là, tu sais, même si c'est marqué plus de fibres, sans sucre, etc., ça ne veut pas nécessairement dire que le produit est meilleur. C'est de le regarder dans son ensemble, Oui. puis de regarder en arrière et de le comparer. Oui. Au final, ça revient pas mal Ah, à ça. tellement. De OK. comparer. Je pense qu'en comparant, c'est là qu'on trouve les meilleurs... Je pense qu'on peut être surpris des fois aussi. Moi qui ai commencé à comparer plus à l'épicerie, Oui. des fois, quelque chose que j'achetais avant, j'étais persuadé que c'était santé, puis là, finalement, tu le compares à un autre, puis tu réalises que, oh mon Dieu, OK, il y a une option beaucoup mieux pour Oui. moi, finalement, que ce que je pensais, puis l'autre, elle n'est pas si santé que ça, finalement, tu sais. Je ne sais pas si tu connais les céréales Alpen, pour ne pas les nommer. Non, je les connais pas. Mais souvent, c'est des céréales qui sont sur la tablette du haut à l'épicerie. Puis pendant longtemps, là, il y a une sorte, là, l'emballage était brun avec une écriture orange. Rien de sexy, rien pour attirer notre attention. Et pourtant, la liste d'ingrédients de ces céréales-là, elle est vraiment, tu sais, super intéressante. Mais tout ça pour dire que oui, des fois, quand on prend la peine de lever les yeux, de comparer, de se pencher à l'épicerie, c'est là où on va faire des belles trouvailles. Puis, je le disais en introduction, mais souvent, c'est très mécanique. Quand on rentre dans un supermarché, là, on fait les allées dans le même sens. Tu sais, l'allée 1, on va tout le temps la faire, mettons, en rentrant de ce côté-ci et non en rentrant de l'autre côté. Mais juste de changer son parcours à l'épicerie, souvent, ça va nous amener à « Ah, j'ai jamais vu ça, cette céréale-là ou ce pain-là. C'est-tu nouveau? » Donc, juste de changer son parcours, ça nous amène à découvrir des produits on ne savait pas qu'ils existaient. Et quand on se donne la peine de comparer, là, on va aussi trouver des alternatives. On ne pensait pas que c'était aussi gagnant. Tu sais, évidemment, après ça, il faut les aimer, ces produits-là, parce qu'on mange par plaisir. Puis ça, c'est tellement important parce que là, on parle de qualité depuis tantôt, mais le plaisir gustatif est
tellement important aussi parce qu'on a beau manger un aliment qui est top d'un point de vue nutritionnel, si psychologiquement, on n'est pas rassasié, je veux dire, ça ne fonctionne pas. Tu sais, il faut que ça plaise à nos papilles. Puis là, après ça, si c'est nourrissant en plus, mais bingo. Ben là, si on parlait du parcours, au début, on disait que dans l'entrée de l'épicerie, c'est tout le temps les fruits et légumes. J'aimerais parler de cette section-là, justement, les fruits et légumes. Est-ce que c'est nécessaire d'acheter bio, les fruits et légumes? C'est une excellente question. En fait, quand on regarde les études puis qu'on regarde l'impact positif de la consommation de fruits et légumes sur la santé, on ne nous dit pas que c'est mieux de manger biologique. Ce qu'on nous dit, c'est mange-en plus. Plus tu vas manger de fruits et légumes, plus ça va être gagnant pour ta santé. Puis, tu sais, pour travailler dans l'industrie des fruits et légumes, là, les producteurs travaillent tellement fort, je parle de nos agriculteurs ici, travaillent tellement fort pour réduire, tu sais, au minimum, les herbicides, les pesticides, les engrais de synthèse. Donc, je pense qu'on peut consommer en toute sécurité nos fruits et légumes traditionnels, qui sont non biologiques, puis à la maison, de prendre soin de bien les laver. Tu sais, c'est l'étape des fois qu'on va sauter, pourtant c'est une étape super importante. Puis là, on n'a pas besoin de les laver avec du savon, là, on ne dépense pas... Non, mais c'est vrai, il y a plein de... Quand tu commences à regarder sur le web, là, il y a plein de techniques pour supposément enlever les pesticides ou les résidus de pesticides, alors que ça a été démontré clairement qu'un bon lavage sous l'eau ou avec une petite brosse pour les pelures qui sont plus rugueuses, ça fait amplement la job. Okay. Ouais. Je n'étais pas au courant. On n'a pas besoin de faire tremper ça dans une eau avec du pendant chlore 15 minutes, ou du bicarbonate. Ouais. C'est pas nécessaire. Puis il y a des savons spécifiques pour les fruits et légumes. Encore là, ça n'a pas démontré être plus efficace qu'un bon lavage sous l'eau. Donc, dépensez pas vos sous à acheter ces produits-là. Gardez vos sous pour acheter plus de fruits et légumes. OK. Fait que c'est pas nécessairement mieux d'acheter bio. Je pense que d'acheter bio, le fruit ou le légume n'est pas nécessairement plus riche en nutriments. C'est juste qu'il y a eu moins de pesticides ou d'herbicides. Oui, surtout. En fait, c'est qu'il y a certains nutriments, par exemple, comme la vitamine C, qui va être un peu plus élevée dans le biologique. Mais les quelques nutriments qui sont présents en plus grande quantité, c'est pas significatif. Puis, ce sont des nutriments pour lesquels c'est facile de combler nos besoins. Tu sais, la vitamine C, là, je mange un poivron dans ma journée, puis j'ai comblé 100% de mes besoins en vitamine C. Donc, c'est pas un nutriment pour lequel je risque d'être en carence. Donc, on ne consomme pas ou on n'achète pas des fruits et légumes biologiques parce qu'ils sont plus riches en vitamines et minéraux. On les consomme parce qu'ils ont peut-être un impact plus intéressant pour la planète. Un autre sujet. Encore à débattre, là. Ouais. Puis parce qu'ils ont définitivement moins de pesticides, d'herbicides, d'engrais de synthèse. Ça va de soi, tu sais, mais c'est pas parce que c'est meilleur pour la santé. Puis sinon, on pense souvent au frais versus congelé. Oui. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Bien, c'est sûr que le NEC plus ultra, là, c'est le fruit et les légumes qu'on va cultiver dans son propre jardin, qu'on va cueillir puis qu'on va manger dans la demi-heure ou l'heure qui suit. C'est ça. Parce que les éléments nutritifs, certaines vitamines, se perdent avec le temps. Donc, plus le délai entre le moment où on cueille puis qu'on mange est court, bien, plus on préserve les éléments nutritifs. Mais l'autre chose, c'est aussi d'acheter à maturité. Tu sais, une fraise qui est bien, bien rouge versus une fraise qui est censée être rouge mais qui est blanche va avoir moins développé de vitamines, d'antioxydants, de minéraux que le fruit ou le légume qui est à maturité. Et c'est pour ça que les légumes surgelés sont si intéressants. On va les récolter à pleine maturité, à leur stop en termes de valeur nutritive, puis ils vont être congelés souvent en moins de 3 heures après leur récolte. Et on utilise des techniques qui préservent justement la qualité puis le profil nutritionnel des légumes et des fruits. Donc, oui, les fruits et légumes surgelés, c'est tellement des alternatives gagnantes. Hey, on aime ça, là. Il n'y a pas de perte parce que tout ce qui se retrouve dans le sac est comestible. On prend la quantité qu'on veut, on referme, on place au congélateur. Il n'y a pas de perte. C'est rapide. Souvent, c'est moins cher aussi. C'est moins cher. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'avantages, puis il ne faut pas penser que c'est moins gagnant pour la santé. C'est sûr que si j'achète des légumes surgelés puis je les fais bouillir pendant 15 minutes, bien là, c'est sûr que, de un, je vais les trouver moches en bouche,
puis je vais perdre quand même des éléments dans l'eau de cuisson. Mais des légumes surgelés, là, revenus dans le poêlon, ou moi, ce que j'aime, là, c'est sur une plaque avec de l'huile. Je rajoute des épices. Tu sais, les gens disent « Ah, ouais, c'est pas aussi bon que du frais. » Ben oui, mais donne-leur de l'amour. Mets-leur une bonne huile. Mets un peu de parmesan quand ça sort du four. Mets des épices. Hey, tu vas voir que ça va être super bon. Un peu de jus de citron, ça change tout. Ça donne faim, tout Hein? ça. Là. OK, mais j'aime ça parce que j'avais entendu justement que le congelé, c'était intéressant là, quand même. C'était Mais pas à vraiment. juste mettre de côté. Là, fait que, OK, j'aime ça. Si je continue un peu le trajet dans l'épicerie, Oui. un qui est beaucoup, beaucoup débattu, c'est les huiles qu'on utilise pour la cuisson. Oui. Ben, il y a les huiles végétales, mais c'est les huiles plus comme l'huile de canola, l'huile de... C'est seed oils en anglais, mais en français... C'est quoi, excuse-moi? Les seed oils. Oui. Les huiles qui sont faites avec des graines. Des pépins, oui. C'est des huiles de pépins, j'imagine. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi le nom. C'est souvent débattu un peu en ligne. Il y en a qui disent c'est bon, il y en a qui disent c'est moins bon. Est-ce que tu as un peu une idée Mais c'est là-dessus? comme la mode en ce moment-là. Oh, les oui, influenceurs, là, les pseudo-spécialistes de la nutrition, là, se sont acharnés sur les huiles végétales en disant qu'elles étaient pro-inflammatoires, trop C'est riches ça, en ouais. oméga 6. Minute, moumoute, là. En fait, les huiles végétales, peu importe lesquelles, canola, pépins de raisin, olive, caméline, avocat, nomme-les, elles contiennent toutes, en grande majorité, des gras qui sont insaturés, mono ou polyinsaturés, des gras qui sont bénéfiques pour la santé du cœur, puis en plus petite quantité, en plus petite proportion, des gras saturés qui peuvent faire augmenter le cholestérol sanguin. En fait, ce qui est pro-inflammatoire, c'est une alimentation qui est riche en aliments ultra transformés. C'est une alimentation qui va être riche en produits d'origine animale. C'est une alimentation qui va être trop pauvre en fruits et légumes. C'est une alimentation qui ne sera pas assez riche en oméga 3. Donc, au lieu de se concentrer sur les huiles végétales qu'on consomme de façon quand même, je veux dire, on ne consomme pas 1 litre d'huile de soya par jour, là. On a tout intérêt à mettre nos efforts et notre argent à essayer de consommer plus d'oméga 3 parce que souvent, on parlait d'un ratio entre oméga 3 et oméga 6, puis souvent, on va mettre ça de côté maintenant. On va plutôt chercher à augmenter les oméga 3. C'est ça qui est intéressant pour la santé. Puis les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires. Donc, l'huile de caméline, par exemple, super riche en oméga 3. L'huile de canola, beaucoup plus d'oméga 3, moins de gras saturés que l'huile d'olive. Puis là, je ne suis pas en train de dire que l'huile d'olive, ce n'est pas une bonne huile. Au contraire, plein de gras monoinsaturés, superbe huile. Mais je pense que le discours que j'aime partager quand on parle des huiles, c'est de varier. De ne pas miser juste sur une huile de canola ou une huile de pépins de raisin ou de soya. Varier. Comme ça, vous allez chercher des profils nutritionnels qui sont différents. Parfois, vous allez aller chercher des oméga 3, des fois plus de gras monoinsaturés, parfois un peu d'oméga 6, mais c'est pas le démon, là, les oméga 6. Là. C'est toujours une question d'équilibre. C'est ça, l'alimentation. Je veux dire, 100%. Oui. La santé, là, n'est pas basée sur l'huile qu'on va utiliser pour cuisiner. Hein? C'est beaucoup plus large que ça. Donc, il faut arrêter de démoniser les aliments un à un puis regarder le portrait beaucoup plus global. Fait qu'on n'a pas nécessairement à avoir peur de ces huiles-là. L'huile de canola, etc. Là. Okay. Mais tu sais, c'est sûr que l'huile de soya, très riche en oméga 6, bien, tu sais, encore là, prenez pas juste celle-là. Si vous l'aimez pour X raison, parfait, mais intégrer une huile de caméline qui est québécoise, qui va être super riche en oméga 3, qui va venir bonifier votre alimentation. Tu sais, vous aimez le goût de l'huile d'olive, parfait, tu sais, pour vos vinaigrettes, privilégiez celle-là. Tu sais, je pense que ce qui fait la force d'une alimentation, c'est la variété, de ne pas toujours manger la même chose. C'est bien beau que les bleuets soient riches en antioxydants. Il y en a plein d'autres fruits et légumes qui sont riches en antioxydants. Donc, tu sais, à un moment donné, je ne sais pas si tu te rappelles, mais le docteur Bilivaux, elle a fait une liste des aliments anti-cancer. Tu sais, je pense que c'est une liste de 10 aliments, mais c'est bien beau le curcuma, mais cuisine pas juste avec ça. Puis la même chose pour les bleuets. Puis, tu sais, si un jour, ça
n'arrivera pas, là, mais qu'on découvre que finalement, les bleuets sont pas si hot que ça, bien, tu n'en auras pas mangé à tous les jours pendant Ah, c'est ça, exact. 50 ans. Tu sais, que de varier pour le plaisir de ne pas toujours manger la même chose aussi. Je pense que la variété dans notre assiette, ça va toujours être un élément qui est gagnant. C'est un bon point. Mais oui, je me souviens quand même de cette liste-là, là, puis on l'entend quand même souvent, là, mais je pense qu'il y a tellement d'autres choses que tu peux faire pour justement éviter les maladies et tout ça, là, que Oui, juste de fixer sur un aliment et un seul produit. Là, tu sais. mais tu sais, c'est pas parce que tu mets du curcuma une fois de temps en temps dans une recette que, hey, Tout d'un coup, ouais. non, il y a beaucoup d'autres choses qui vont contribuer à ta santé. Un autre aussi qui est souvent débattu un petit peu, c'est les laits végétales. Tout ce qui est lait d'amande, lait d'avoine. Ben, ce qu'on reprochait, en fait, souvent, de ce que je regardais dans mes recherches, ben, c'est justement qu'il y a de l'huile de canola et ces huiles-là qui sont plus inflammatoires. Ce qu'on reproche aussi des fois, c'est que, bon, dans le lait de vache, il y a plus de vitamines, je pense, un peu. Il y a plus de protéines aussi. Les laits végétales, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommandes? Est-ce que tu les évites? C'est quoi un peu ton opinion? Bien, encore là, tu sais, mettons qu'on ne boit pas de lait de vache, peu importe la raison. Ce qui est important pour la santé, c'est pas le lait ou la boisson d'avoine ou la boisson de soya, c'est ce qu'ils vont contenir. C'est le calcium, c'est les protéines, c'est le potassium. C'est ça qu'on a besoin pour être en santé. Donc, quand les gens mettent le lait de vache de côté, d'aller vers une alternative végétale qui est enrichie, c'est beaucoup plus intéressant. Puis maintenant, là, presque toutes les boissons végétales sont enrichies. En fait, on va les enrichir des éléments nutritifs qu'on retrouve naturellement dans le lait. On va acheter de la vitamine A, de la vitamine D, du calcium, de la B12 pour avoir un profil nutritionnel qui va s'apparenter ou qui va être pratiquement similaire au lait de vache. L'erreur que font les gens souvent, c'est de penser que une boisson d'amande, les amandes, c'est riche en protéines, boisson d'amande, c'est riche en protéines. Non, parce que quand on fait les laits végétaux, en fait, les boissons végétales, c'est qu'on va prendre la noix ou la graine, on va les tremper, les presser, puis on va mettre dans le contenant le liquide. Mais toute la chair de la noix, la graine, ne se retrouve pas dans mon contenant. Et c'est dans cette chair-là qu'on va retrouver beaucoup d'éléments nutritifs, qu'on va retrouver des protéines. Donc, la boisson d'amande, par exemple, c'est souvent entre 0 et 2 grammes de protéines par tasse, alors qu'un verre de lait, ça va jouer à 8-9 grammes par tasse. Boisson de riz, pas de protéines. Boisson d'avoine, là, ça varie vraiment selon les marques. Ça peut aller entre 2, 4 ou 5 grammes. Boisson de soya, c'est la seule boisson végétale qui contient à peu près le même nombre de grammes de protéines que le lait de vache. Donc, encore là, tu sais, il faut vraiment lire les étiquettes parce que selon les compagnies, c'est pas les mêmes teneurs. C'est de regarder les ingrédients qui sont ajoutés aussi. Oui, c'est enrichi, mais des fois, il y a peut-être plus de sucre. Des fois, il y a peut-être plus d'autres, je sais pas, des additifs, peu importe. Oui. Là, encore une fois, c'est de regarder la liste. Là. Oui, tout le temps. Puis c'est un bon point, ça. Tu sais, c'est sûr que les boissons végétales, si on les achète aromatisées, aux fraises, au chocolat, c'est sûr que là, la teneur en sucre est beaucoup plus élevée que dans une version nature ou que dans le lait de vache. Et l'autre chose, souvent, on va ajouter des gommes ou des additifs pour avoir des textures qui sont plus crémeuses en bouche. Encore là, moi, je devrais pas donner des exemples personnels, là, mais tu sais, j'en achète des boissons végétales, je bois du lait de vache, mais quand j'achète des boissons végétales, je varie. J'achète pas tout le temps la même sorte. Je varie tout le temps. Ne serait-ce que pour le plaisir d'avoir un café latte qui ne goûte pas tout le temps la même chose. Moi, ça me plaît. Sinon, l'autre question que j'avais beaucoup, moi, je mange beaucoup d'œufs. Oui. je mange beaucoup d'œufs. Je voulais savoir, est-ce que ça vaut la peine d'acheter des œufs bio au final? Est-ce que ça vaut la peine? Bien, tu sais, je dis tout le temps aux gens, si votre portefeuille le permet, tant mieux. Puis si en plus, ça permet d'encourager des producteurs locaux, c'est génial. Mais est-ce que tu vas en avoir plus pour ta santé? Pas nécessairement. Tu sais, c'est pas pour cette raison-là qu'on va adhérer aux aliments biologiques. Est-ce que y a-t-il d'autres aliments dans l'épicerie qui sont peut-être trompeurs ou qu'il faut faire attention un petit peu? As-tu certains produits que tu as en tête que des fois les gens, on leur conseillerait de faire attention? Bien, il y a des produits qui ont comme je vais dire, des auras santé. Tu sais, je pense au Barton. Tu
Tu sais, souvent, les gens ont une barre tendre sur une collation saine. Ugh. C'est pas toujours des choix qui sont gagnants. Je dis ça, puis il y a des compagnies qui font des super barres tendres, les ingrédients vraiment top. Mais beaucoup vont nous donner l'impression d'être, tu sais, saines, avec le mot fibre en gros, alors qu'on regarde la qualité des ingrédients et pas au rendez-vous. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un département pour lequel il faut vraiment prendre le temps de lire la liste, de comparer pour trouver des choix qui sont plus avantageux. Souvent, j'ai l'impression que des barres tendres, c'est des desserts un peu, là. Pas toutes, C'est mais comme... il y en a que tu revires de bord, puis c'est juste c'est sucre après sucre après sucre. C'est correct de manger du sucre des fois, mais si tu prends ça à tous les jours en pensant que c'est une collation santé, Oui. Ouais. C'est comme les muffins dans le département de la boulangerie, même si ça, j'imagine, ouais. si ça sent bon, qu'ils viennent d'être cuisinés. Je veux dire, c'est plus des petits gâteaux que des muffins qu'on aurait cuisinés à la maison. Ça me fait penser parce que je faisais comme le tour des départements dans ma Oui. tête, puis il y a la boucherie un peu. Oui. Dans les viandes, est-ce que t'as-tu des conseils sur les viandes, juste en général? Quoi acheter? Y a-tu des choses à éviter? Est-ce qu'il y a... Achetez ce que vous aimez. Parfait. Puis, tu sais, je veux dire, la viande, parfait. Je veux dire, c'est des excellentes protéines, c'est riche en fer quand on parle de viande rouge. Tu sais, l'idée quand on parle de saine alimentation, c'est pas de bannir encore une fois certains aliments, mais quand on regarde, je vais dire, l'assiette santé du Guide alimentaire canadien ou la pyramide méditerranéenne, tu sais, ce qui doit voler la vedette dans notre assiette, c'est pas le gros T-bone. Tu sais, c'est les fruits et légumes. Tu sais, on essaie de remplir idéalement la moitié de notre assiette de légumes, un quart, un produit céréalier, idéalement à grains entiers. Ça peut être un riz, ça peut être une tranche de pain, une pâte, un craquelin, puis un quart, les protéines. Puis même si les protéines sont super importantes, j'ai écrit un livre sur le sujet, là, je suis all-in sur les protéines, mais on n'a pas besoin d'en consommer des super grandes quantités pour combler nos besoins. Donc, tu sais, de garder en tête cette assiette-là quand on fait son épicerie, ça revient à dire que ce qui doit voler la vedette dans notre panier, c'est les fruits et légumes. Du moins, leur donner un peu plus de place dans notre panier. La viande, c'est sûr que pour la santé humaine, la santé environnementale, la santé de notre portefeuille, on nous encourage à réduire un peu notre consommation puis à faire place à plus de protéines végétales, le tofu, le tempeh, les légumineuses. Tu sais, on le sait que de consommer plus d'aliments d'origine végétale, c'est gagnant pour la santé. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut éliminer la viande. Au contraire. Mais de faire plus de place aux protéines végétales, c'est gagnant. Est-ce que tu connais la méthode 5, 4, 3, 2, 1? Non? Que tu fais magasiner. C'est quoi? C'est quelque chose que j'ai vu en ligne. Je ne l'ai pas appliqué, mais je trouvais que c'était une bonne idée. C'était comme un bon petit truc et conseil. Mais c'est quand tu vas à l'épicerie, bon, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Fait que tu vas acheter 5 légumes, 4 fruits, 3 protéines. Je pense que après ça, c'était 2 grains et 1 que c'est pour le fun. Fait qu'une gâterie, quelque chose que tu achètes vraiment pour toi, pour te gâter. Je trouvais que c'était comme une belle petite méthode pour avoir un panier balancé. Puis je trouvais que c'était le fun un peu à faire. Fait que je me demandais si tu la connaissais. C'est pas fou du tout, mais en même temps, ça revient un peu à ce que je viens d'expliquer. C'est ça, exact, ouais. Dans l'assiette. On ne l'a pas mentionné parce qu'on disait tantôt, on ne fait pas l'épicerie le ventre vide, mais la première étape quand on fait l'épicerie, je pense, c'est d'avoir une liste. Parce que ça veut dire qu'on a pris le temps de réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger durant la semaine. Puis, il n'y a rien de mieux que de prendre le temps à ce qu'on va cuisiner, préparer pour manger plus sainement. Donc, si on arrive à l'épicerie avec une liste, bien, on ne va pas acheter des aliments qu'on ne va pas préparer, qu'on risque de perdre. Donc, on va perdre de l'argent, on va les gaspiller. Puis, on va optimiser justement nos achats, puis on risque d'optimiser notre santé parce qu'on va aller cuisiner après. Donc, la liste, je pense qu'elle est importante. C'est vrai que c'est une bonne idée. Il n'y a rien de pire que d'être à l'épicerie puis pas savoir quoi acheter. Puis là, tu fais le tour un peu parce que là, on arrive à la maison, puis là, on n'a pas acheté assez de légumes pour la semaine ou pas assez de fruits pour les collations. Oups, il nous manque une protéine pour un souper. On fait quoi? D'être bien organisé, je pense que c'est l'étape numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres choses aussi qu'on n'a pas abordées qui seraient peut-être intéressantes pour les auditeurs qui nous écoutent par rapport à ce qu'on a parlé aujourd'hui? Bien, en préparant
mon entrevue avec toi aujourd'hui, je suis tombée sur une étude que je trouve fascinante. Puis c'est une étude qui a été faite au département de psychologie à Toronto. Et tantôt, on a parlé beaucoup de l'effet de halo. Et là, on a vraiment bien démontré que le nom qu'on va donner à un aliment, la description qu'on va en faire, va influencer notre perception santé de cet aliment-là, mais aussi la quantité qu'on va manger. Puis là, il y a plein d'exemples. Puis à cette université-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté 2 aliments pareils. Un qu'on a appelé un biscuit gourmand, puis l'autre qui était une galette aux flocons d'avoine. Et le fait de l'avoir nommé galette aux flocons d'avoine, ça sonne plus santé qu'un biscuit gourmand, les gens en ont mangé 35 plus. Parce que dans leur tête, c'était plus santé. La même chose pour les aliments allégés, réduits en gras, en sucre. Inconsciemment, les gens ont tendance à en consommer plus. Puis ça va plus loin que ça. Le mot biologique est extrêmement puissant dans la tête des gens. Les gens, là, c'est sûr que biologique, pour eux, égale meilleur pour la santé. Et tellement qu'il y a une étude qui a été faite. Encore une fois, on a donné, par exemple, 2 bols de céréales identiques aux participants. Un qu'on disait biologique, l'autre qu'on disait pas biologique. La majorité, en fait, c'est presque 100 des gens, ont dit que la céréale qui était étiquetée biologique goûtait meilleur, que sa saveur était plus intéressante, qu'elle leur plaisait plus. Et la majorité ont dit que la céréale biologique contenait moins de calories. Donc, leur perception, c'est que c'était un aliment qui était moins calorique parce que c'était biologique et que c'était meilleur au goût, juste parce que c'était biologique. Mais c'était la même chose. C'était exactement le même produit, c'était exactement la même céréale. Donc, tout ça pour dire à quel point c'est puissant. Les mots qu'on va mettre sur les emballages sont là pour nous séduire, pour nous convaincre que c'est un aliment qui mérite d'être placé dans notre panier parce que, hey, c'est donc bon pour nous. Donc, tu sais, je pense qu'il faut avoir la curiosité de pousser notre raisonnement plus loin, d'être plus critique, puis de ne pas croire tout ce qu'on lit ou tout ce qu'on voit à l'épicerie. Merci beaucoup, Julie. C'était vraiment intéressant. On a eu plein de bons conseils, des bons trucs aussi. Ça faisait longtemps que je voulais parler de ça, puis honnêtement, c'est ça. J'en ai eu pour ma faim. Ah, bien, tant mieux. Ça a été un plaisir. Est-ce qu'il y a un endroit que les gens peuvent aller te suivre un petit peu? Oui, bien, sur les réseaux sociaux, c'est mon nom, Julie Desgroselliers, nutritionniste, puis mon site Internet, juliedesgroselliers.com. Parfait. Excellent. Ben, merci beaucoup, Julie. Merci à toi.